devant une bonne foule quand même. Alors, j'ai lieu de croire que non seulement les interventions seront intéressantes, mais qu'il y aura par la suite d'amples discussions qui suivront. Alors, ce que je vous propose, vous avez tous lu l'affiche, vous voyez un peu les questions qui vont être abordées. On ne s'est pas concerté auparavant. J'ignore absolument ce que mes collègues diront. Et je vais m'empresser de vous présenter donc les intervenants de cette table ronde. Et je vais y aller sans note, parce que disons que je me retrouve de manière un petit peu improvisée dans le rôle de président. Alors, je vais y aller d'abord par notre ami ici, à ma gauche, Paul-Émile Auger, qui est étudiant à la maîtrise en sciences politiques et qui, vous le savez, a joué un rôle quand même assez important au printemps dernier à l'intérieur du mouvement étudiant. Donc, Paul-Émile sera le premier à prendre la parole ce matin. On ira par la suite et chacun aura, disons, 10-12 minutes. Hein. Il faudra que ce soit un concentré qui, bien sûr, appellera par la suite débat. On ira par la suite avec M. Michel Pépin, qui est courriériste parlementaire, Radio-Canada, donc ici, à Québec, et qui, si vous écoutez la radio, notamment en fin d'après-midi, vous avez la chance de l'entendre dans des analyses très brillantes, assez régulièrement. Et donc, on a aujourd'hui donc l'honneur de le recevoir ici à l'Université Laval et il nous fera part, disons, de ses dernières cogitations relativement aux élections. Le troisième intervenant a-t-il besoin de présentation ici à l'Université Laval? Donc, mon collègue, et j'oserais dire ami, Guy Laforêt, professeur au département de sciences politiques, intervenant aussi très connu et analyste réputé de la condition politique québécoise. Donc, Guy interviendra en troisième lieu et, comme un bon professeur, prépare déjà les notes qu'il s'apprête à vous livrer. Et je me permettrai d'intervenir donc en dernier lieu. C'est une position difficile en ce sens que probablement tout aura été dit avant que je prenne la parole. Mais j'essaierai, bon, Guy est politologue, de me comporter en historien et donc de reposer ou de repositionner les débats dans un contexte historique un petit peu plus long, parce que je suis en principe, mais je me pose souvent la question, un historien. Alors voilà, donc sans plus tarder, on va y aller tout de suite avec M. Auger. Et M. Auger, quand on atteindra 7-8 minutes, je vous permettrai de vous le dire tout simplement. Certainement. Bonjour, ça fait plaisir d'être ici. Voilà, je vais me permettre de corriger sur les tourneaux. En fait, j'étudie à la maîtrise en sociologie. Oh, pardon, excusez-moi. Je fais de la sociologie politique, mais néanmoins, ça reste différent. Donc, je suis secrétaire général de la TASEC. C'est une organisation étudiante là, qui comprend environ 70 000 membres là, dans 3 des gros campus de la province, donc McGill, l'Université Laval et l'Université de Sherbrooke. Donc, j'ai été impliqué là, largement dans le mouvement de grève, à la fois dans les négociations gouvernementales, puis à la fois là, dans l'organisation comme telle du mouvement de grève. Évidemment, je ne suis pas ici là, pour vous vendre ma salade. Je suis pas ici pour vous convaincre que la hausse est mal, puis qu'il faut examiner de près ce qui se passe dans nos universités. Mais voilà, je trouve que le sujet des élections, c'est un sujet très, très important. C'est un sujet même qui a causé beaucoup de dissensions au sein du mouvement étudiant. C'est un sujet extrêmement difficile à aborder de manière consensuelle chez les étudiants. Je vais essayer d'adopter donc un point de vue du mouvement étudiant et des organisations étudiantes également. Donc, je vais essayer d'apporter justement certaines clarifications, certaines interprétations des élections par les étudiants. Puis, évidemment, tout ça va être limité par le fait que nous sommes encore dans le contre-coup des élections. Pour moi, ce n'est pas fini. Là. Donc, c'est un processus toujours à suivre. Il y aura d'autres élections, j'en suis sûr, prochainement. Alors, ces élections, oui, mais ça existe dans une trame. Donc, c'est sûr qu'aux dernières élections, je pense que on a été étonnés, à la fois étonnés d'avoir eu cette rupture tant attendue. On l'a eu avec l'élection du Parti québécois minoritaire.
À la fois, on a été étonné par la présence en force du Parti libéral du Québec. Donc ça, c'est des Veuillez m'excuser. Donc, on détaille. Donc voilà. Donc tout ça, puis la présence de la CAQ qui a réussi à garnir là, son portefeuille de député, là, qui était apparemment peu reluisant. Tout ça, ça amène des questions. Puis, évidemment, puisque les élections sont, je le crois, directement tributaires là, des événements de ce printemps, ça pose la question, justement, des étudiants dans les élections, notamment tous les appels qui ont été faits là, relativement au vote des jeunes, relativement au vote des étudiants. Ça, c'est extrêmement important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette élection? Ben, pour moi, en tant que représentant étudiant, ça veut dire deux choses. Ça veut dire à la fois une rupture. C'est pas une rupture claire. Ça veut dire une rupture avec 9 ans de gouvernement libéral. Ça veut dire une rupture avec des idées, une forme de représentation, des idées également, puis une manière de faire la politique, je l'espère. Ce que ça représente, je ne sais pas que c'est le cas tout à fait. En fait, c'est pour ça qu'on va guetter là, de très près la situation politique jusqu'à ce que justement il y ait d'autres transformations. À la fois, c'est vraiment un espoir parce que le mouvement étudiant a posé, oui, des revendications, mais il contient un esprit beaucoup plus large qui va au-delà des revendications très formelles comme pas de hausse ou une meilleure gestion des universités. Puis notre espoir, c'est vraiment justement d'élargir les perspectives en matière d'éducation, en matière d'université, également en matière de démocratie. Il ne faut pas oublier justement là, tout l'aspect de réinventer un peu la politisation, le mode d'engagement des citoyens. À la fois, la grève étudiante a été un moyen de s'impliquer entre les élections, de contester des décisions, dans la tradition des grands mouvements sociaux du Québec. Mais en même temps, il y a clairement une dimension nouvelle, à la fois par la taille, jamais vue, là, des manifestations, de la mobilisation, mais à la fois toutes les notions qualitatives qui ont été présentées là, par les assemblées générales qui se tenaient à chaque semaine, qui avaient un impact direct sur les actions, sur les négociations même, sur la vie politique collective. Donc le mouvement s'est constitué en tant qu'acteur, puis en tant qu'acteur conscient de lui-même, qui a réussi à justement concilier différentes tendances par le fait même, puis qui a réussi à amener amener des revendications claires, puis avoir une cohérence d'ensemble face au gouvernement. Pour nous, s'engager dans les élections, c'était une question complexe parce que, bien entendu, au printemps, nous voulions un règlement avec le gouvernement, on voulait négocier avec le gouvernement directement. Puis les élections, c'était une chose un peu étrangère. Dans le mouvement étudiant, il y a toujours la tradition d'être méfiant face aux partis politiques parce qu'ils semblent incarner vraiment une logique qui est autre, une logique qui défend des intérêts, propres. Puis, ça nous semble des structures finalement peu démocratiques de l'intérieur. On veut éviter des conflits d'intérêts, on veut éviter de se lier trop à un parti politique qui se retournerait contre nous une fois une alliance conclue. Puis, ça explique certainement l'ambivalence devant les élections, notre ambivalence. Alors, cette implication a tout de même eu lieu, mais justement, il ne faut pas s'étonner, je pense, si à la fois devant la candidature de M. Léo Bureau-Blouin, il y a eu beaucoup d'hésitation dans le mouvement. À la fois, il y a eu beaucoup d'hésitation face au Parti québécois. Bien sûr, on présente maintenant l'élection du Parti québécois comme une victoire pour les revendications, une victoire même pour le Québec, puisque ça répond pour nous vraiment à un changement de période. Puis pour beaucoup d'organisations citoyennes, d'associations, pour la société civile,
je pense que justement ça correspond réellement à une rupture. Mais voilà. D'abord, je vous présente mes excuses d'être arrivé après les panélistes, ce qui est vraiment très, très insultant pour eux. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Monsieur Auger était un ancien élève de Guy Laforêt ici en sciences politiques. Il a fait donc ses études, il a eu son baccalauréat en sciences politiques, mais il n'a pas fait qu'être étudiant. Il a été aussi très impliqué. On l'a vu beaucoup lors du conflit étudiant, puisqu'il a sauté à pieds joints en avril dernier, le moment où il a été élu secrétaire général de la TASEC. Et j'ai trouvé très intéressant votre présentation parce que vous avez, au fond, par rapport à votre analyse des élections, c'est un petit peu aussi ce qui vous anime dans votre implication étudiante, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un vraiment dans la conciliation, vous appréciez beaucoup le fait d'utiliser les outils étudiants, l'implication dans les associations étudiantes. Vous avez été en sciences sociales, puisque vous avez présidé pendant 2 ans l'association des étudiants en sciences sociales, dans le fait de participer à la vie démocratique de l'institution. Ça s'est d'abord exprimé ici à l'Université Laval, puisque vous avez été le plus jeune membre du comité universitaire, ce qui est quand même pas rien, puisque c'est quand même la grande instance ici de l'Université Laval aux côtés du conseil, avec le conseil d'administration. Et chaque fois, c'est dans un but justement d'essayer de faire avancer le dialogue entre les partenaires au-delà de la confrontation. Et c'est un peu aussi le rôle que vous aviez avec la bande des 3 ou la bande des 4, je ne sais pas si on peut vous appeler le 4e mousquetaire, aux côtés de la classe, de la FEC et de la FEC, qui était peut-être davantage souvent dans la confrontation. Vous aviez toujours quand même un point de vue de conciliation, bien que ça n'a pas toujours été facile avec le gouvernement libéral, je pense, d'avoir cette attitude-là. On va passer peut-être avec M. Letourneau en utilisant... Non, on va y aller avec M. Pépin. On va y aller avec M. Pépin et M. Michel Pépin, donc journaliste sur la colline parlementaire, correspondant parlementaire, puisque c'est le titre, je pense, qu'utilise Radio-Canada où vous œuvrez depuis 1988 à différents titres, dans différentes émissions. On vous a entendu beaucoup à des hôtels, à la revue de presse à Ottawa. Donc vous étiez en poste à Montréal, à Ottawa. Et Ottawa, d'ailleurs, où vous avez commencé votre carrière, de l'autre côté de la clôture, comme attaché de presse de Monique Vézina lors du gouvernement Mulroney. J'avais été journaliste auparavant. Et vous aviez été en plus journaliste, donc vous avez sauté plusieurs fois la clôture dans tous les sens, finalement. Une fois dans un sens une fois dans l'autre. Et je suis revenu. Mais j'imagine que une erreur de jeunesse à 25 ans, ça pardonné. C'est vous félicitations. Mais tout ceci pour dire que c'est quand même une expérience, le fait d'avoir vu le fonctionnement de la machine gouvernementale à l'intérieur, même si c'était à Ottawa, j'imagine que c'est une expérience dont vous pouvez vraiment tirer beaucoup de bénéfices en étant aujourd'hui sur la colline parlementaire et de sonder un peu le cœur et les reins de nos élus. Et puis j'avais envie de faire une petite blague en disant que vous aviez aussi le bon prénom pour faire de l'analyse politique au Québec. Il suffit de penser à Michel C. Auger, Michel David au Devoir, Michel Desautels à la Tribune. Donc vous êtes entouré de Michel. Je ne sais pas si ça vous caractérise dans un détail biographique. Donc on va vous écouter sur votre analyse de votre étonnement ou de votre non-étonnement face à ce résultat. D'accord. 2-3 petites choses sur ce que vous avez dit. C'est sûr que comme journaliste, parce que j'étais journaliste avant d'avoir été attaché politique pendant 2 années, avec un gouvernement conservateur à Ottawa. Et c'est sûr que mon cœur battait très fort parce que j'étais, entre autres, conseiller en politique une partie de mon mandat. Et ça veut dire l'examen des documents du cabinet et des différents comités du cabinet du Conseil des ministres. Alors ça, c'était quand l'homme arrivait avec sa valise, avec une menotte attachée à sa valise pour sortir les documents du cabinet. Moi, là, c'est sûr que le pouls s'accélérait, ça c'est certain. C'était extrêmement intéressant. Et également, je voulais dire, oui, Michel, dans les années 60, un mâle sur 5, donc, ou un garçon sur 5 a été nommé Michel, prénommé Michel. Alors, ça s'explique un peu. Revenons à cette élection. Alors, qu'est-ce qui est étonnant? D'abord, je me suis appuyé sur la question qui a été formulée. La coalition Avenir Québec à 27%, je pense qu'on peut dire que pour de premières élections, pour un parti politique, c'est pour le moins étonnant.
le nombre de voix obtenues et son pourcentage. Bon, les sièges, c'est autre chose, on va y revenir. C'est toute une performance, c'est pas seulement une performance, c'est que ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne crois pas que j'ai toutes les réponses, loin de là, je pense que j'en ai très très peu. C'est sûr qu'on a parlé de désir de changement. Il y a certainement quelque chose qui est lié à ça. Qu'est-ce qui a étonné également? Le Parti libéral qui, malgré tout, a fait élire 50 députés, après 9 ans, 9 ans de pouvoir, après un dernier mandat où on a parlé de collusion, de corruption abondamment, énormément, pas toujours lié au gouvernement provincial, il faut le dire, mais également lié au gouvernement provincial ou à des responsabilités du gouvernement provincial, notamment dans les municipalités, parce que, veut pas, ce sont des créatures du gouvernement provincial. Le système électoral, ça aussi quand même, c'est un peu étonnant ce qu'on a vu. Le système électoral ici a défavorisé la coalition Avenir Québec. Là, pas besoin de faire de grosses mathématiques à cet égard-là. Mais on peut approfondir certainement la question. Ce que je ne ferai pas, j'ai l'impression que Guy a l'air à vouloir rôder dans ces eaux-là. Tout de même, le Parti libéral a eu plus de sièges aussi en fonction du système électoral que le Parti libéral et le Parti québécois. Dans le cas du Parti libéral, de façon relativement récente, c'est un peu plus étonnant que le système électoral l'ait favorisé. Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'alternance a fonctionné. Ça, c'est pas étonnant. Mais qu'elle ait fonctionné seulement en se retrouvant avec un gouvernement minoritaire. Donc, ce qui n'est pas étonnant, c'est que l'opposition officielle ait remplacé un gouvernement qui était au pouvoir depuis 9 ans. Ça, il n'y a pas de surprise là. C'est un peu dans l'ordre des choses. Et souvent, des électeurs, s'il y a un désir de changement, il peut y avoir un réflexe assez naturel de se tourner vers l'opposition officielle pour former le gouvernement. C'est pas exactement ça qui s'est passé. Mais il y a quand même 54 députés du Parti québécois, une pluralité de sièges. Alors, cette alternance a fonctionné, oui, mais de façon de façon moins marquée que ce que l'on aurait pu penser. Un mot sur les droits de scolarité quand même. Il n'y en a pas été tellement question. En même temps, je crois que ça a été sous-jacent à l'ensemble de cette campagne électorale. Le débat, on peut dire, avait été fait. Certains de mes collègues estiment que plusieurs partis n'avaient pas, ou même que les partis en général n'avaient pas intérêt à remettre vraiment cette question-là de l'avant. C'est possible. J'en suis pas convaincu dans le cas du Parti libéral, qui pourtant, dès le début, Jean Charest, lorsqu'il a déclenché les élections, et il nous avait comme un peu prévenu là aussi au printemps que c'est un sujet qui l'intéressait, et il l'a mis de l'avant dès le début, mais finalement, le Parti libéral, pour des raisons qui leur appartiennent, n'a pas trop joué, n'a pas tant joué sur cette question-là malgré tout. Probablement que leur sondage quotidien, parce que c'est avec ça qu'ils travaillent généralement en cours de campagne électorale, leur disait certaines choses qu'on ne sait pas et que les sondages publics qu'on a eus ne nous permettent pas vraiment de savoir exactement ce qu'il en est, ou en tout cas pas de façon aussi fine que le Parti libéral pouvait l'avoir. Mais bref, il n'y en a pas été tant question que ça, mais c'était présent. Et je vous ai dit que dans les choses pas étonnantes, on a eu droit au principe de l'alternance qui s'est appliqué, mais bon, dans une certaine mesure. Autre chose qui n'est pas étonnant, c'est les tiers partis, si on peut s'exprimer ainsi, les plus petits partis, donc surtout Québec solidaire, Option nationale arrivait dans le paysage, qui ont eu de la difficulté à se démarquer quand même dans un contexte où on avait véritablement une course à trois au pouvoir. Pour plusieurs raisons, ça laisse peu d'espace, peu d'oxygène médiatique à ces partis-là, d'une part, aux plus petits, et d'autre part, une course à trois peut mobiliser les électeurs et les intéresser particulièrement et attirer leur attention vers les trois partis qui sont dans cette course vers le pouvoir. Alors, Québec solidaire a progressé, oui, un député supplémentaire, on est passé de un peu moins de 4% des voix à 6% des voix, c'est appréciable, mais ça demeure, on part de loin et la progression est quand même relativement lente. C'est une lente expansion du côté de Québec solidaire qui est prêt tout de même, qui travaille sur le long terme. Et on va y venir au long terme. Et c'est ça qui est, moi, que je trouve assez intéressant, si je peux lancer quelques perspectives, simplement comme ça.
on n'a pas beaucoup parlé de ma formation, mais je n'ai pas de formation académique pour ma part. Alors, et c'est pas un exemple. Là. Je suis un dinosaure en la matière. Là. Pas du tout un exemple. Dans le temps, les journalistes pouvaient apprendre sur le tas. Ça m'est arrivé. Mais je suis un des derniers de l'espèce. Et donc, c'est pas une analyse approfondie et académique que je vous offre. C'est une piste que je lance. Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose là. On a beaucoup parlé du débat souverainiste-fédéraliste et du débat gauche-droite. Est-ce que le débat gauche-droite a remplacé l'ancien axe souverainiste-fédéraliste? Je ne le crois pas. Je crois qu'il se superpose davantage. Il ne supplante pas, mais il se superpose. En tout cas, pour le moment. Mais il reste que cet axe-là, gauche-droite, est assez important, je pense, dans les perspectives qui se présentent. On a la coalition Avenir Québec qui veut remplacer le Parti libéral. C'est de ça dont on parle. Grosso modo, c'est précisément ça. Québec solidaire, ça peut paraître un peu osé de dire ça, mais veut remplacer le Parti québécois. C'est sûr que là, c'est à terme, là. Ce ne sera pas à la prochaine élection, ce genre de choses-là vont se régler. Mais c'est la démarche que... Et c'est ce que veulent ces partis-là. Québec solidaire là, va dans la... Si vous me permettez, là, dans la table, parmi les électeurs du Parti québécois, pas vraiment ailleurs. Mais avec un angle clairement progressiste. Québec solidaire, ils ne diront pas ça, mais ils voudraient bien démembrer cette coalition qu'est le Parti québécois et espèrent en tirer profit, aller chercher les gens qui sont plutôt à gauche au Parti québécois, et on verra pour les autres. La CAQ veut aussi piger, bien sûr, auprès du Parti québécois, mais devenir essentiellement le Parti libéral, c'est un peu l'objectif plus ou moins avoué de la coalition, en tout cas en termes de, pas nécessairement précisément en termes de positionnement politique, simplement en termes de positionnement électoral. On veut les tasser. Et avoir quelque chose qui nous apparente vraiment un débat gauche-droite, plus clair, quoique tout le monde, là, le jeu à partir de là, on parle beaucoup du centre, ça ne marche pas toujours, là, à se faire élire au centre, mais généralement, on gagne une élection quand il y en a un qui réussit à se déplacer, qui est à gauche ou à droite, qui réussit à se déplacer un peu vers le centre, tout en conservant ses militants et ses électeurs qui sont traditionnels, qui ne sont pas eux au centre. Et ceux qui réussissent à jouer le mieux ce jeu-là, souvent parviennent à se faire élire. Mais là, bon, à terme, Québec solidaire, Coalition Avenir Québec, ça ne marchera peut-être pas. Hein? Le Parti libéral, ce sont des toffes. Le Parti québécois, solide aussi, solide expérience, quoi qu'on sent davantage de failles. Mais la solidité du Parti libéral fait penser aux géants au pied d'argile. C'est pas... Quand un parti a de la misère à faire des débats, quand un parti essaie de se convaincre que... Et là, je fais référence évidemment à certains conseils certains conseils généraux du Parti libéral que j'ai pu voir, où on a tous vu cette histoire-là. Un homme se lève pour demander une commission d'enquête sur la construction. Il y a un silence incroyable. Il y a 600 personnes dans la salle. Ça dit quelque chose. Et là, on a une course à la direction du Parti libéral et tout le monde essaie de se convaincre que ça nous prend une course. Je m'excuse, je parle de façon... je parlerai un peu différemment à la radio, là, mais j'essaie de parler de la façon la plus directe possible et la plus claire possible. Mais c'est vrai, on essaie de se convaincre que ça nous prend une course parce qu'on a besoin d'un renouveau idéologique. Il y en a qui disent ça, il y en a d'autres qui disent que ça nous prend une course parce que, bon, c'est toujours bon à des fins électorales, mais il y en a d'autres qui ont une vision un petit peu plus approfondie du rôle que pourrait jouer le Parti libéral si justement il réfléchissait peut-être un peu davantage à ce qu'il veut proposer aux Québécois et qu'il ne s'en tienne pas simplement à la position de son chef actuel, de son nouveau chef, etc., parce que le chef a vraiment beaucoup d'importance dans ce parti-là. Je termine là-dessus. Cette perspective-là, moi, je la trouve très intéressante, mais elle n'élimine pas la perspective non plus, l'axe souverainiste-fédéraliste, qui risquerait de continuer à s'exprimer malgré tout avec Québec solidaire et la Coalition Avenir Québec. Un peu différemment, si on le voit avec la Coalition Avenir Québec, là, peut-être, je dirais, un peu moins... Ben, c'est confus là, du côté de la coalition, on le reconnaît. Là, justement, on joue un peu sur cette confusion-là. Étant fédéraliste, souverainiste, on ne veut pas jouer dans cette partie-là, mais il y a quand même
une hypocrisie qui disparaît. Parce qu'avec le Parti libéral qui nous dit le fruit n'est pas mûr, M. Charest qui nous dit le fruit n'est pas mûr pour des questions d'ordre constitutionnel, il n'a jamais été mûr, pendant 9 ans. Puis en fait, ils ont une politique, celle de Benoît Pelletier au plan constitutionnel, mais on admettra qu'elle est cachée à quelque part, puis que qui a la clé, on se le demande. Et bon, donc du côté de la CAQ, il y a un peu plus, malgré la confusion que l'on entretient, au moins on dit, on aimerait bien, mais on voit bien que cette partie-là, on ne rentrera pas là-dedans parce que cette partie-là est impossible. On ne peut pas négocier avec le Canada. Les Québécois ne semblent pas vouloir faire la souveraineté. Donc, bon, il y en a qui parlent d'abandon. C'est tout à fait légitime aussi, là. C'est pas, je ne mets pas de l'avant et je ne défends pas non plus une prise de position par la coalition ou d'autres partis. Évidemment, ce n'est pas mon travail. Alors moi, cette perspective-là, je la trouve intéressante et je vous la soumets. Si on veut en parler davantage, ce serait bien. Merci. Merci. Vous parliez justement de dinosaures parce que vous disiez que vous n'aviez pas fait votre formation académique. Monsieur Laforêt, lui, il a fait beaucoup de formations académiques, mais il est aussi d'une espèce rare. Il est de l'espèce de ces politologues qui sont capables de jongler entre différentes écoles de pensée, entre différentes époques, de pouvoir finalement voir le désir de société distincte du Québec à la lumière d'événements qui se sont passés peut-être au moment de la défaite des Patriotes. Donc de faire des liens avec ce qui s'est passé à la Confédération, même ce qui s'est fait avant, alors que les jeunes politologues, j'avais envie de dire, sans vouloir vous offenser, sont peut-être plus déjà dans l'étude de choses beaucoup plus pointues à des époques peut-être beaucoup plus précises. J'ai envie de vous dire aussi que vous êtes une espèce rare parce que vous parlez de fédéralisme et que depuis ces dernières années, on en a moins entendu parler de façon publique, de façon dans les médias. On a l'impression que depuis la loi sur la clarté et tout ce brouhaha autour de faut-il avoir 50 plus 1, 50 plus 0,5 ou 50 et des cheveux coupés en 6, c'était des discussions qui ont moins animé les médias et j'ai envie de dire un peu la société en général, mais des questions qui se reviennent toujours un peu nous hanter, un peu comme disait Michel Pepin, qui rentre toujours dans le débat parce que l'axe souverainiste, fédéraliste reste un axe extrêmement important au Québec. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous êtes allé chercher, vous avez étudié d'autres modèles de fédéralisme et de fédéralisme qui coincent, si je puis dire, avec l'Écosse, avec la Catalogne, par exemple, où vous avez fait plusieurs séjours, et de regarder ça avec une perspective internationale est extrêmement intéressant également, parce qu'on a toujours l'impression, quand on discute entre nous, qu'on est tout seul au monde à éprouver des problèmes de fédéralisme, mais c'est des problèmes finalement relativement bien partagés. On ne peut pas passer sous silence aussi votre expérience à l'Action démocratique du Québec, votre engagement comme président du feu ADQ, j'ai envie de dire, mais dont quand on regarde le vote du 4 septembre, on s'aperçoit que, curieusement, les circonscriptions électorales qui avaient voté ADQ à son époque de gloire ont voté CAQ aujourd'hui, donc il y a quand même une certaine adéquation entre les deux. Donc votre expérience à la tête de cette présidente, votre expérience aussi comme candidat de circonscription à Louis Hébert va être extrêmement intéressante pour vous entendre sur le résultat de ces élections. Et puis vous êtes l'auteur de plein d'ouvrages extrêmement savants ou au contraire peut-être plus grand public, parce que vous en avez écrit aussi de deux types, donc je vous cède la parole. Merci Pascal, et je suis très heureux d'être autour de cette table et devant vous aujourd'hui. Pour assumer mon âge, la dernière fois que j'ai vu Michel Pepin, c'était il y a 36 ans. Nous étions dans un camp de vacances en Mauricie et j'étais son moniteur. Alors, voilà. OK, rapidement, je vais essayer de répondre aux différentes questions qui nous sont posées par Alison et les organisateurs du CELAT aujourd'hui. Alors, qui a gagné les élections? C'est le PQ qui a gagné les élections. Ils ont gagné de manière minoritaire. Mais au Québec, bien qu'un parti qui gagne des élections peut se trouver limité dans son action législative au Parlement,
il jouit d'une liberté entière dans sa capacité d'agir sur le pouvoir exécutif et sur la configuration de l'État. Et donc, on a pu voir déjà dans le nouveau cabinet qui a été annoncé par Pauline Marois, dans la réorganisation des ministères, cette spécificité-là de notre système qui fait en sorte que, même minoritaire, Stephen Harper l'avait d'ailleurs amplement démontré à Ottawa entre 2006 et 2011, un parti a une capacité quand même très forte d'agir sur l'organisation de l'État. Michel parlait des comités du cabinet ou du Conseil des ministres. J'y reviendrai dans le détail dans une seconde. Gagner, c'est gagner, et le PQ a gagné. Qui d'autre a gagné? Le blog de Claire Durand, les sondages, comment on suit ça, quelles sont les manières de pondérer les indécis. Donc, on a pu voir que certaines personnes l'avaient et certaines institutions davantage que d'autres. Chez nous, en Sciences Po à Laval, la boussole électorale, l'initiative conjointe avec Radio-Canada, vote au pluriel, la chaire sur la démocratie et les institutions parlementaires. On fait des interventions importantes dans l'analyse de la campagne. Les étudiants, ça a été mentionné, incontestablement quelque part, suite au printemps érable, on peut dire que le mouvement étudiant a redynamisé la société civile au Québec et peut, je pense, à juste titre, s'autoproclamer, au moins partiellement, vainqueur de l'élection du 4 septembre, dans la mesure où une des priorités du nouveau gouvernement, c'est de faire un sommet sur l'éducation, l'enseignement supérieur, etc. Écoutez, pour nous qui vivons à l'université, cette année, on a eu François Hollande dire que l'important, c'est la souveraineté de l'esprit et la jubilation d'apprendre. C'est quand la dernière fois au Québec qu'un ministre de l'Éducation ou qu'un premier ministre nous convie à une réflexion, parle en termes solennels, symboliquement importants de l'éducation. Donc, il me semble qu'on peut se réjouir de ça. La participation électorale, qui est passé de 58 à 74 %. Et je dirais, comme citoyen, on avait devant nous une offre politique diversifiée, des programmes sur les principaux axes, clairement campés, et donc on avait une pluralité de choix devant nous. C'était mon premier point. Moi, je pense depuis à peu près une décennie qu'on se trouve dans un système partisan que je qualifie d'existentiel. Comme une avenue à deux places, mais il y a trois véhicules qui se présentent, plus que trois bien sûr, là, mais je me cantonne pour l'instant sur les trois principaux que vous voyez illustrés au tableau quand on compare les élections de 2007 et de 2012. Il est juste de dire que le mouvement étudiant a gagné, a redynamisé la société civile, mais il est juste de dire aussi que les résultats de 2007 et 2012 sont extrêmement comparables. Et quand on les met ensemble, et quand on les installe sur l'horizon des résultats électoraux de la dernière décennie, on voit que ces trois partis-là sont engagés dans une lutte féroce, une lutte véritablement à mort. C'est la raison pour laquelle j'appelle ça un système partisan existentiel, où chacun sait que, moyennant deux erreurs majeures, etc., c'est pas juste une carrière politique, c'est la vie même de l'institution partisane. Ça a été le cas, moi j'ai appelé ça, dans le cas de l'ADQ, trois implosions. Au terme de la dernière implosion, en 2008, la course tragicomique à la chefferie, plusieurs personnes, y compris moi-même, pensaient que de cette force politique-là ne renaîtrait rien dans un intervalle de court ou de moyen terme. Eh bien, ce n'est pas le cas. Comme Michel le soulignait, la CAQ, en 2012, fait un score, grosso modo, du point de vue du nombre de suffrages exprimés, grosso modo à la hauteur de ce que l'ADQ avait fait. Et en gros, les autres partis aussi, on est à 100 000, 200 000 votes près. Dans cette lutte-là, terrible, chacun a ses avantages. J'accélère un peu le rythme. Ne négligeons pas le fait que, au Canada, dans le financement des partis politiques, sur la scène fédérale, les conservateurs sont les meilleurs en allant chercher 3 fois plus d'argent que n'importe qui, et ils ramassent 50 sous par électeur canadien. Au Québec, le Parti libéral ramasse 1,20 $ par citoyen québécois,
Autrement dit, met le Parti conservateur fédéral, qui lui est le champion toute catégorie sur la scène fédérale, dans sa petite poche d'en arrière. Les libéraux sont capables de faire 2 élections au cours des 2 prochaines années sans ramasser un sou. Et avec cet argent-là, ils sont capables de développer, au temps de notre sophistication technologique toute catégorie, les libéraux sont capables de développer des instruments extrêmement sophistiqués, comme les conservateurs, pour identifier les électeurs, les électrices susceptibles de voter pour eux. Ils sont implantés partout et la force de leur machine, je pense, a pu être comprise le soir du 4 septembre. Bon, les autres partis ont leurs avantages, leurs inconvénients. On aura peut-être d'autres occasions d'en reparler. Humeur populaire au Québec au lendemain du 4 septembre. On est devant 4 blocs de citoyens, en simplifiant, 32 31 27 et le bloc des indécis, qui est le grand perdant de la campagne de 2012, puisqu'il est passé de 42 il avait gagné les élections de 2008, et là, il se retrouve à 26 le bloc des indécis, en 2012. Est-ce qu'on a juste remplacé un gouvernement, rapidement? D'abord, ne sous-estimons pas, en démocratie représentative, l'importance de l'alternance, du principe de la régularité de l'alternance. Donc, on vient de vivre une autre alternance dans le contexte des parfums de corruption et de toutes sortes de choses sur lesquelles se sont terminées les années libérales. L'alternance démocratique est un signe de vitalité de la société québécoise. On a une femme premier ministre pour la première fois. On a incontestablement un cabinet qui est très à gauche, au moment où le cabinet fédéral, lui, est très à droite. Donc, il y a vraiment un choc de ce point de vue-là entre peut-être le gouvernement le plus à gauche de l'histoire moderne du Québec et le gouvernement le plus à droite de l'histoire moderne du Canada. On a cependant un gouvernement minoritaire fragile. Il y a toutes sortes de signes depuis une dizaine de jours. J'en donne un technique, institutionnel. Aujourd'hui, si vous allez sur le site du gouvernement du Québec, vous allez voir que oui, on a un nouveau Conseil des ministres, qu'on a un certain nombre de nouveaux sous-ministres, mais presque 2 semaines après la formation du gouvernement, on ne sait pas encore qui va participer aux différents comités du cabinet, qui sont le lieu névralgique de décision dans l'État québécois. On sait quels sont les comités. On sait, par exemple, j'y reviendrai, qu'il y aura un comité sur l'identité qui va être présidé par Bernard Drainville. Il y a d'autres comités, mais pour l'instant, encore aujourd'hui, on ne sait pas quels seront les membres parmi les ministres de ces différents comités-là. On sent donc qu'il y a des tiraillements dans l'exécutif sur ces questions-là. Et c'est normal. Est-ce qu'il y a un trait nouveau? Il me reste 2 minutes, peut-être? 2-3 minutes? Okay. Est-ce qu'il y a un trait nouveau? Également, il y a une dizaine d'années, j'avais écrit que ces 3 partis-là qui s'affrontent sur la scène québécoise, toute formule est idéale typique, est exagérée, et je n'ai absolument pas le monopole pour dire si les uns ou les autres ont représenté à chaque moment cette affaire-là. Mais en gros, la formule que j'employais, c'était la suivante. Le Parti libéral du Québec a fait la politique de l'intérêt. La politique de l'intérêt, ça définit le Parti libéral du Québec. Le Parti québécois a été fondé sur une dynamique de liberté politique, mais le Parti québécois, dans ses programmes, dans ses actions fondamentales, je ne pense pas malhonnête de dire qu'il a davantage été le parti de l'identité que le parti de la liberté. Et je pense que dans la mouture actuelle de son programme électoral et de son dernier programme de parti, on voit bien la priorité de la politique de l'identité sur la politique de la liberté. Un parti qui veut les remplacer, alors c'était ma formule, est-ce que les gens se sont comportés de cette manière-là et est-ce que la CAQ va faire la chose suivante? Je ne le sais pas, mais la formule que j'employais, c'était il faut, si on veut, lutter contre le PLQ qui fait la politique de l'intérêt et le PQ qui fait la politique de l'identité, faire la politique de la responsabilité. Alors, c'était mon impression. Mon expression, pardon, je l'assume encore, on en est encore là. Et il me semble très clair on le voit même dans le calibrage des comités du cabinet, que l'idée que le gouvernement minoritaire du PQ va vouloir faire la politique de l'identité, ça me semble fondamental. Est-ce que ça représente une ambivalence que veulent vraiment les Québécois? J'imagine que comme les citoyens de n'importe quelle société dans le monde, ils veulent une société convenable, avec des institutions fiables, mais dans le contexte nord-américain,
Nous ne changerons pas notre géographie, disait Feu Gérard Bergeron, un des fondateurs du département où je travaille. Et cette géographie-là amène des éléments intemporels dans ce que désirent les Québécois. Cependant, la Terre bouge. Il y a autre chose que nous. Pascal le mentionnait. Et il y a des sociétés comparables où la politique de la liberté va se redéfinir de façon accélérée au cours des 2 prochaines années, et ça peut avoir des conséquences sur nous. 18-21 octobre 2012, le congrès du Parti national écossais va se terminer sur un calendrier référendaire, vraisemblablement pour l'automne 2014, et ces jours-ci à Barcelone, s'accélère un calendrier politique qui va faire en sorte qu'on aura le 25 novembre des élections où une coalition de partis vont souhaiter qu'au cours d'une prochaine législature, le Parlement catalan pose la question du droit à décider des Catalans. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser que ces situations-là en Écosse et en Catalogne auront des conséquences sur le climat politique dans lequel se trouvera le gouvernement du Parti québécois au printemps 2014, au moment où pourraient se réunir les conditions qui nous ramèneraient aux urnes. J'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Beaucoup d'ouverture en perspective et de sujets intéressants à discuter un petit peu plus tard en table ronde. Monsieur Letourneau, vos oreilles ont dû siffler quand vous avez entendu le mot ambivalence et québécois, puisque c'est le livre que vous avez écrit en 2006 chez Boréal, Que veulent les Québécois, et je pense que cette question-là, elle est d'autant plus importante aujourd'hui. Vous avez fait l'hypothèse à ce moment-là que cette ambivalence ne devait pas être vue finalement peut-être comme un défaut, mais au contraire comme la qualité, le talent des Québécois à être passés à travers le rouleau compresseur de l'Empire britannique, puis ensuite de la Confédération, ce qui leur a permis finalement cette ambivalence d'acquérir un statut déjà au sein d'une province, d'avoir un certain degré d'autonomie, ce qui n'aurait peut-être pas réussi autrement. Votre regard d'historien, j'imagine, vous sert beaucoup dans cette analyse-là, puisque vous êtes friand de débat, vous êtes titulaire donc de la chaire de recherche du Canada en histoire et en économie politique du Québec contemporain. Et donc vous avez aussi eu le mérite d'intervenir également beaucoup sur la scène publique. Vous n'êtes pas de ces professeurs ou de ces chercheurs qui restent au sein de leur chapelle et sous l'égide universitaire. Comme Monsieur Laforêt, vous avez énormément contribué à l'évolution de la pensée et l'évolution du sentiment, justement, de ce que veulent les Québécois, hein, ce que se demandent toujours les Canadiens anglais quand il y a une grande élection ou quand il y a une échéance référendaire. Donc, je vous invite à nous faire part de vos réflexions par rapport à ces résultats-là. Merci beaucoup, Pascal. Écoutez, ce sera difficile d'intervenir à la suite d'aussi brillants exposés. Je vais essayer d'être plutôt court que long. Écoutez, je ne suis pas un parieur. Maintenant, si on m'avait demandé de miser sur un parti avant les dernières élections, j'aurais clairement misé sur le Parti québécois. Minoritaire, majoritaire, la question restait ouverte, mais j'ai été on ne peut plus surpris par le score du Parti libéral, 50 comtés. Jamais je n'aurais imaginé une telle réussite pour certains, j'imagine. Est-ce dû, comme Guy le laissait sous-entendre tout à l'heure, à l'importance et à l'efficacité de la machine libérale, certainement en partie, mais je me demande, surtout à la lumière de ce que Michel disait tout à l'heure, si ce résultat-là ne traduit pas aussi une certaine humeur populaire. C'est-à-dire que dans le contexte où était le Québec depuis le printemps dernier, on aurait pu vraisemblablement s'attendre à une déconfiture majeure ou magistrale du Parti libéral et à une montée en puissance assez forte de la CAQ ou encore à une victoire du Parti québécois. Ça ne s'est pas déroulé comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des choses extrêmement importantes qui se passent au Québec. On a souvent tendance à mettre l'emphase sur les changements, mais il y a certaines... une certaine culture politique qui continue de s'exprimer. Et là, je vais un peu partir de ce que Michel disait tout à l'heure.
Vers quoi évolue la société québécoise à l'heure actuelle? Moi, en principe, je suis un historien, je ne suis pas un futurologue. Je ne me lancerai pas dans des exercices de prospective ou de pronostic, mais on pourrait être au cœur d'une transformation, d'une conjoncture de transformation qui est assez intéressante. Je pense, et on a plein d'indicateurs qui vont dans ce sens-là, que la dominante qui a été au cœur de la culture politique québécoise au cours des 40, 50 dernières années, à savoir l'opposition, non pas la dichotomie absolument tranchée, là. On n'est pas dans une société dichotomique tranchée ici. Les radicalismes de toute nature, qu'ils soient de gauche, de droite, d'en bas, de haut, le passé, le futur, sont habituellement mis de côté par la société québécoise qui est extrêmement diversifiée, qui est extrêmement pacifique. Et cette culture politique-là, elle s'enracine très loin dans le temps. Mais la dominante, souverainisme, fédéralisme, qui a été au cœur, je dirais, de l'action politique des partis, qui a été au cœur aussi du discours politique au cours des 40-50 dernières années, depuis le début des années 70, est toujours présente. On s'entend. Elle est toujours là. Elle mobilise encore des couches importantes de la population. Elle est un vernis discursif, un vernis rhétorique qui ne disparaîtra pas. L'idée d'indépendance exprimée de différentes manières, elle est présente dans le paysage politique québécois depuis fort longtemps et elle ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Maintenant, conjoncturellement, tendanciellement, est-ce que ça va se confirmer dans l'avenir? Je l'ignore. Mais conjoncturellement, on voit qu'une deuxième dominante, qui a toujours été aussi présente, mais précisément dans une position dominée, si vous voulez, donc la dichotomie ou enfin l'opposition gauche-droite, mais je n'utiliserai pas ces termes-là. Gauche-droite, c'est français. Gauche-droite, c'est français. C'est latino-américain, c'est européen. Nous, ici, on est en Amérique du Nord. On est une société nord-américaine. Notre culture politique, parfois, s'enflamme des débats qui ont cours en France, mais on est nord-américain. Donc, les deux termes que j'utiliserai, qui ont été mis en mots, je dirais, par des intervenants importants au sein de la société québécoise, sont ceux d'un côté de solidaire et de l'autre côté de lucide. Ces deux termes qui peuvent être conjugués d'une manière extrêmement péjorative, mais ces deux termes aussi qui sont doux, qui sont pacifiques. Et je ne voudrais pas ici entrer dans une dichotomie à outrance, c'est-à-dire que quand on est solidaire, ça ne veut pas dire qu'on est complètement idéaliste, romantique, déconnecté de la réalité. On est aussi pragmatique. Et de la même façon, les lucides, prenez les figures iconiques de la lucidité québécoise. André Pratt, j'oublie toujours son nom, Dubuc, Alain Dubuc, la presse en général, Jessica comme on le dit, mais ce n'est pas des gens qui sont absolument sans conscience sociale, ça, entendons-nous ici. Et j'ai l'impression que, jusqu'à un certain point, le résultat des dernières élections manifeste précisément cette espèce de nouveau débat de société, de nouvelles tendances au sein de la culture politique québécoise qui est en train d'émerger, à savoir, que voulons-nous de cette société? Il semblerait que la thèse fédéraliste d'un côté, que la thèse souverainiste de l'autre, ne soit pas, pour la population à l'heure actuelle, les réponses les plus convaincantes que l'on peut apporter à la condition québécoise. Par contre, et là je me rapproche encore de Michel, il l'a pas dit ce mot-là, mais l'idée d'affirmationnisme, l'idée d'affirmationnisme, ah non, vont dire certains, on ne retournera pas encore dans ça, mais tant la DQ que la CAQ maintenant, des fois en le disant du bout des lèvres, parce que le terme n'est pas très apprécié de certains rhétoriqueurs au sein de la société, mais est en train de s'imposer l'idée d'affirmationnisme, l'idée de société distincte. On est une société distincte. C'est pas moi qui parle, là. Je fais parler les autres. Faites la différence quand même. On est une société distincte. Comment tout ça peut-il s'exprimer, s'exposer politiquement? On est une société qui est en demande d'affirmation. La demande d'affirmation, c'est pas l'indépendance. L'indépendance, dans l'imaginaire collectif des Québécois, c'est cette idée de se séparer, qui peut être aussi considérée comme l'idée d'exil. Il y a une belle expression québécoise ici, là, se retrouver tout seul avec sa gang, se retrouver tout seul chez soi, dans ses terres. C'est pas ça que les Québécois veulent. Ils veulent collaborer, en fait, ils veulent être ensemble séparément. J'ai l'impression qu'encore une fois, c'est pas une phrase miraculeuse qui a été avancée par M. Legault ou par qui que ce soit, mais que, au sein de la CAQ, vous aviez un peu ça.
Pour aller encore dans le sens de M. Pépin, je lui emprunte beaucoup, il disait vers la fin de son propos, et ça, je suis tout à fait en accord avec ça, le parti qui, partant de son lieu politique précis, réussit le plus possible à se rapprocher d'une espèce de position centriste et habituellement celui qui gagne les élections. Et j'ai l'impression que la course actuelle à l'intérieur du Parti québécois va ramener l'idée, non pas de du Parti libéral, pardon, ne ramènera pas bien sûr l'idée de souverainisme, mais l'idée d'affirmationnisme. Il va y avoir, là, entre la CAQ d'un côté et le Parti libéral, une lutte féroce pour s'approprier cette espèce de position. Là, vous allez me dire ambiguë, ambivalente, dissonante. Hein? C'est toujours l'idée d'être ensemble séparément qui s'exprime dans une rhétorique politique, dans une action politique et dans un programme politique. Donc, lucide d'un côté, solidaire. Vous avez parmi les solidaires des gens qui sont un petit peu plus romantiques que pragmatiques. C'est là qu'on trouve, par exemple, Québec solidaire. C'est là qu'on trouve d'autres partis là, qui, sur comment dire, dans le paysage politique, sont encore plus marginaux. 7%, c'est pas rien, mais en même temps, c'est pas énorme non plus. Et j'ai l'impression qu'ils vont être cantonnés, Québec solidaire, dans cette zone-là pour un bon bout de temps. Pourquoi? Parce que cette perspective politique, ce discours politique, clairement, n'est pas supporté par l'immense majorité de la population qui reste très pragmatique. On est une société très pragmatique. On est une société nord-américaine ici. Le fameux film pas de Bernard, désolé, de son frère Arcan. Gabriel. Pas Gabriel, Denis Arcan. Rappelez-vous ça. Il y a beaucoup de gens ici qui sont très jeunes et ils s'en souviennent pas peut-être. Le confort et l'indifférence. Le confort et l'indifférence. Le confort, c'est 250 ans de vie en Amérique du Nord. Et l'indifférence, ça c'est un peu provoquant de ma part, mais on peut le trouver dans plein d'études scientifiques. On appartient aussi à une culture du bof. Notre rapport à la langue française est fondamentalement marqué par l'idée du bof. Oui, on est pour la langue française. Mais en réalité, dès qu'on rencontre un anglo, on switch à l'anglais parce que c'est plus efficace, parce que ça va plus vite, parce qu'on est généreux, parce qu'on est tolérant, parce qu'on aime communiquer finalement. Donc l'idée de solidaire, de solidaire d'un côté, pragmatique, lucide de l'autre, à mon avis, est un élément absolument fort, un indice fort qui nous permet de comprendre la complexité de la conjoncture politique québécoise à l'heure actuelle. Et vous voyez, depuis l'élection du Parti québécois, et là je rejoins Guy, pas d'idée originale, moi je rejoins l'un ou l'autre, je rejoins Guy ici, c'est qu'il y a des luttes, probablement assez fortes. Guy est mieux placé que moi pour les cerner parce qu'il est un fin observateur du monde politique. Mais il y a certainement des luttes assez importantes à l'intérieur du parti que Mme Marois a peut-être de la difficulté à arbitrer entre un courant qui est beaucoup plus solidaire et un courant qui est beaucoup plus pragmatiste et lucide. À un moment donné, vous savez, ces fameux cercles théorie de Venn, vous avez des gens au Parti libéral qui sont très proches de gens au Parti québécois. C'est une question de petite dominante à un moment donné. Et vous avez des gens au Parti libéral qui sont aussi, jusqu'à un certain point, des idéalistes. Et vous en avez aussi au Parti québécois. Mais la position qui remportera la mise québécoise, qui remportera peut-être l'humeur québécoise, est clairement une espèce de position donc, qui est à la fois ambivalente. Ambivalente en ce sens que la culture politique québécoise, elle est une culture du pragmatisme, à laquelle Lucien Bouchard a rajouté le terme lucide, mais essentiellement, c'est une culture pragmatiste, c'est une culture de la révolution tranquille. C'est la raison pour laquelle, je sais que là, je m'avance en terrain miné devant mon ami ici, mais écoutez, j'étais à Nice au début du mois de... je me rappelle plus quand, au mois de juin, et pour un colloque. Et puis, les Français, évidemment, qui perçoivent le monde à travers leur imaginaire politique, j'ai rien contre les Français, soit dit en passant, qui perçoivent le monde à travers leur imaginaire politique et leur vocabulaire politique. Mais qu'est-ce qui se passe au Québec? La société est sur le point d'éclater. C'est la révolution. C'est mai 68 qui se déroule en 2012. On se calme, le pompon, s'il vous plaît. On va regarder ça lucidement, précisément, et on va voir que non. Si on sort d'une rhétorique qui présente et représente
représente le mouvement étudiant d'une telle façon et qu'on analyse l'ensemble de ce qui s'est passé au Québec au printemps dernier, on n'en arrive pas nécessairement à l'idée selon laquelle le mouvement étudiant a redynamisé la société civile. Au contraire, on pourrait avancer l'hypothèse que si les gens sont tellement allés voter, Guy disait tout à l'heure, je n'avais pas ces données, 74%, c'est considérable par rapport à l'élection précédente, 58%, ben c'est parce qu'ils voulaient marquer leur opinion et leur attitude envers et contre une situation où ils s'étaient retrouvés du côté du silence. Parce que les médias n'ont pas donné la parole à ceux qui ne se prononçaient pas. Les médias, grosso modo, branchés, comme c'est souvent le cas, sur ce qui se passe à Montréal, près de l'UQAM, du Cégep, du Vieux-Montréal, etc., nous a donné une représentation particulière de ce qui se passait. Et je ne les blâme pas, ils vont là où il y a de l'action. Quand il n'y a pas d'action, ben, c'est comme s'il n'y avait rien. Mais justement, dans l'inaction, dans le silence, hein, il y a des choses très importantes. Au même titre que dans l'ignorance, il n'y a pas qu'un vide, il y a de la connaissance, mais qui s'exprime autrement. Et j'ai l'impression qu'elle s'est très bien exprimée, qu'il s'est très bien exprimé, ce silence-là, dans le résultat des dernières élections. Et là, bon, ben non, je pourrais en ajouter sur le mouvement étudiant, mais je vais... Gardez-vous-le pour le débat. Oui, je pourrais faire ça. Alors, écoutez, donc, tout simplement, pour résumer en 30 secondes, voyez, fédéralisme et souverainisme, c'est encore dans le décor. Guy a peut-être raison de dire que ce qui se passe en Catalogne, d'une part, en Écosse, d'autre part, influencera ce qui se passe au Québec. Encore une fois, moi, je pense que les Québécois et que la culture politique qui est la nôtre, que la situation spécifique qui est celle du Québec dans le contexte nord-américain, dans le contexte canadien, ne nous autorise pas ou ne soutient pas l'hypothèse que l'on puisse appliquer ce qui se passe ailleurs au cas québécois. Et j'ai l'impression, et les derniers débats, ne serait-ce que sur la taxation des riches et des nantis, bon, et tout ce qui en a suivi, les frais de scolarité à zéro, la taxe sur la santé, etc., expriment précisément ce qu'on voit, ce qu'on lit dans la presse, exprime précisément maintenant cette espèce de débat qui deviendra central, ce qui ne veut pas dire que tous les autres débats vont être expurgés du paysage politique québécois, mais deviendra central entre ceux qui envisagent le Québec comme étant une société qui doit continuer sur son élan, celui de la Révolution tranquille, mais dans un sens assez pragmatique, hein, être en lien avec une continuité, s'ouvrir à autre chose, mais en maintenant ce lien très fort, et ceux qui, au contraire, pensent que la société québécoise devrait opter pour une tangente, donc davantage marquée par le principe écologiste, environnemental par exemple, progressisme, et je me méfie beaucoup de l'idée de progressisme ici, et de tous ces termes finalement qui sont centraux dans la rhétorique de gauche. On est peut-être là, précisément, là, au cœur de ce débat qui s'exprimera, en tout cas au chapitre verbal, d'une manière assez féroce au cours des prochains mois, et qui finalement... tracera les contours de ce que sera peut-être le Québec au cours des 10-15 prochaines années. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de reprendre quelques-uns de vos éléments, des éléments que vous avez avancés et peut-être d'en rajouter d'autres, histoire de pimenter un petit peu la sauce. On parlait de... Plusieurs d'entre vous ont fait état que la performance du Parti libéral les a étonnés, qu'ils ne s'attendaient pas à avoir 50 députés. Est-ce qu'il ne faut pas chercher la réponse à ce miraculeux retour, j'ai envie de dire, dans le système de scrutin du Québec, parce que si on regarde les chiffres absolus, le nombre de personnes, le nombre d'électeurs qui ont opté pour le Parti libéral est constant d'une élection à l'autre. Hein, entre 2007, 2008, 2012, c'est grosso modo 1 360 000 personnes qui choisissent le Parti libéral. Et la différence finalement entre ce qui fait qu'il soit vainqueur minoritaire ou dans l'opposition, c'est souvent le taux de participation qui cette fois-ci effectivement
effectivement, est assez élevé. On l'a souligné, 74%, 55% pour la dernière élection. Mais je pense que si on regarde globalement les chiffres, 55% était quand même était assez anecdotique dans le sens où c'était pas une constante dans le taux d'élection. Donc ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, si on regarde encore une fois dans le mode de scrutin, dans les élections, il y a seulement 28 députés qui ont été élus de façon à la majorité absolue. Les autres, ça a été la majorité relative, ce qui fait que quand il y a un troisième joueur qui arrive comme la CAQ, ça peut jouer en fait en position de celui qui récolte le plus de voix, mais il n'a pas de majorité absolue. Donc ça, c'est un autre élément qui me fait dire, c'était M. Laforêt, je pense, qui disait finalement c'est une route à deux voies, et là il y a trois joueurs. Donc c'est un peu ça l'image qu'on a. Hein. On a l'impression qu'on est sur une route à deux voies, qu'il y en a un troisième qui essaye des fois de doubler et qui arrive. Donc est-ce que ça veut dire que finalement à terme il ne peut y avoir que deux joueurs au Québec dans ce type d'élection qu'on a, l'élection uninominale à un tour. Troisième élément, est-ce que on a parlé de la CAQ, Michel disait la CAQ pourrait peut-être à terme remplacer le Parti libéral du Québec. Moi, je pense qu'il y a deux problèmes là-dedans. Le fait que je vois difficilement les anglophones, qui sont la clientèle vraiment cible du Parti libéral, voter pour un parti qui est dirigé par un ancien souverainiste, quelqu'un qui a voté oui en 1995. Donc ça, c'est un élément. L'autre, est-ce qu'ils ne sont pas prisonniers finalement là, du Parti libéral? Est-ce qu'ils vont être capables un jour de se sortir de ça? Et l'autre élément, qu'est-ce que c'est la CAQ? Parce que durant la campagne électorale, là, M. Legault et ses lieutenants ont dit tout et son contraire. Là. Il me semble que de jour en jour, c'était les discours évoluaient au fil des polémiques et des dossiers qui étaient abordés. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment une idéologie? Vous parliez, Monsieur Laforêt, là, de la liberté, du Parti de la liberté, du Parti de l'intérêt. Est-ce que ce parti-là, il a une définition idéologique suffisamment solide pour attirer des gens qui, manifestement, ne se reconnaissent pas dans ce qu'on appelle les vieux partis? Voilà. Qui se sent prêt à rebondir sur la balle? Je suis prêt à réagir tout de suite concernant la coalition Avenir Québec et notamment l'affirmation que les allophones, les anglophones, si je peux me permettre, ne voteront jamais pour la CAQ. Quand François Legault a lancé son parti, au début, en fait, avait son mouvement et travaillait à lancer son parti, là, il était assez haut dans les sondages, 37-38%. Il avait 20 à 25% de vote anglophone, allophone. Donc, de vote de l'électorat non francophone, si on peut dire ça. C'est pas rien. Donc, il y a une envie, il y a un intérêt de ce côté-là pour regarder ailleurs. On peut faire des distinctions, sans doute, qui ne sont pas toujours faciles à faire entre allophones et anglophones pour ce qui est du comportement électoral, mais il y avait là un intérêt. Et là, si je poursuis l'histoire, Legault a beaucoup parlé de... Il y avait 4 priorités, la culture en était une, et il a beaucoup insisté sur la langue française. La loi 101, certains éléments, lorsqu'il a travaillé sur... Il est tombé à 5% dans l'électorat non francophone. Et à partir de là, et là, sa chute a commencé, évidemment, aussi dans les sondages. Et bon, c'est revenu avec l'élection, la candidature de Duchesneau, tout ça, mais il y a quand même une place là pour la coalition Avenir Québec, je pense. Et d'ailleurs, moi, je l'avais vu, et c'était un constat que je faisais, et je l'ai vu dès le congrès de fondation de la coalition Avenir Québec. Oh, d'accord, on commence à parler aux anglophones. On recommence. En fait, on les avait ignorés complètement. Je pense que c'était pas dans leur plan. Et François Legault s'était dit, moi, c'est la majorité francophone que je vais aller chercher. C'est là, par ça que je vais me faire élire. J'irai jamais assez gruger. Et il a peut-être raison, remarquez, justement, jusqu'à quel point il peut aller chercher le vote allophone, anglophone. Il y a une limite probablement à ça. Mais ça dépend. À un moment donné, cette limite-là, je pense, peut être dépassée. Mais c'est une question de temps. Et il faut ajuster le discours. C'est pas facile de plaire aux anglophones, allophones, francophones. Ça, c'est une gymnastique extraordinaire que le Parti libéral est
est assez doué pour faire et a réussi à faire de manière générale là, assez régulièrement, sans trop de problèmes. Mais ça, moi je vois pas ça quelque chose comme impossible. C'est sûr que Legault, ancien souverainiste, a dû faire des professions de foi qui ressemblent à des professions de foi fédéralistes où voilà. C'est un problème, c'est un défi. Juste pour ajouter sur le système électoral, pour finir là et laisser un peu de place à mes collègues, juste dire, c'est sûr que le système électoral joue un rôle important. Il n'y a pas l'air d'être à veille de changer ce système-là. C'est juste dire ça. Ça, il semble que... Et si on voit ce qui s'est passé en Colombie-Britannique, ce qui s'est passé en Ontario dans leur tentative sérieuse et intéressante pour changer le mode de scrutin, ça a été dans les deux cas un échec lamentable, ou en tout cas des échecs flagrants, disons. Et c'est pas évident. Et en même temps, je sais avoir eu cette discussion-là avec Amir Kadir qui me regardait avec des grands yeux en lui disant, moi, les partis de gauche qui arrivent, puis la première chose qu'ils disent, c'est qu'il faut changer le mode de scrutin. Je trouve ça un peu drôle. Parce que c'est comme si vous arrivez dans le jeu, vous dites, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va changer les règles pour nous. Parce que, mais c'est vrai que le système n'est pas terrible, on le reconnaît, il y a de la distorsion et tout ça. Mais, à un moment donné, on voit bien, là, au plan, si on est pragmatique, il ne changera pas facilement ce système-là, même très, 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 très facilement. On devra vivre avec. Puis la gauche, et d'ailleurs Québec solidaire, a un peu changé au fil des ans. Ça fait 6-7 ans qu'ils existent. Ils ont un peu changé leur approche. Oui, ça fait partie de leur programme. Mais ils n'insistent plus à plus soif là, sur ces questions-là. Ils passent à autre chose. Merci. Monsieur Laforêt, vous vouliez... 2-3 points. Le mode de scrutin, un peu la même chose que Michel. Dans un contexte de gouvernement minoritaire, ce serait extrêmement improbable que le gouvernement marois se lance dans une réforme du mode de scrutin. Leur programme et ce qui a été dit en campagne et ce qu'on voit avec, par exemple, les nominations dans le Conseil des ministres et les nominations aussi des sous-ministres, notamment Gilbert Charland, qui est un homme d'expérience au Conseil exécutif, responsable des institutions démocratiques. Donc, on voit que, vraisemblablement, le gouvernement va bouger sur des choses comme peut-être élection à date fixe, même si, techniquement, les prochaines élections pourraient vraisemblablement être déclenchées dans autre chose qu'une élection à date fixe en 2016-2017. Réduction du plafond pour le financement des partis. Donc, sur certaines choses relativement limitées, le Parti québécois va vouloir agir, mais je pense improbable qu'ils vont se lancer dans une réforme du mode de scrutin. Les trois partis, leur évolution, les tendances, sans être mathématicien, ce qui rend la chose extrêmement difficile à prévoir, c'est que je dirais, c'est une équation du deuxième degré, mais à deux inconnus. Il y a plusieurs inconnus. Et donc, le jeu stratégique pour chacun des partis est extrêmement complexe. Je vais vous raconter une petite anecdote rapide pour arriver au dilemme de la CAQ. En 2002, aux élections partielles de 2002, l'ADQ a gagné 4 comtés sur 5 aux élections partielles de 2002. Dans le comté de Berthier, où Marie-Grégoire était candidate, quand on compare les élections précédentes et les élections du printemps 2002, c'était l'électorat péquiste qui tombait là, comme des grappes de bleuets entières du côté de l'ADQ. Donc, l'ADQ était en train de faire très mal au PQ. Mais les gens qui ont fondé l'ADQ, eux, étaient des anciens de la commission jeunesse du Parti libéral. Et le parti qu'ils voulaient tuer, c'était pas le PQ, c'est le Parti libéral. Et c'est là qu'un certain nombre de décisions qui ont été prises par Mario Dumont et son entourage autour de 2002-2003 s'expliquent par ça. François Legault, une décennie après, sur la base de cette expérience-là, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? À quel parti va-t-il vouloir prioritairement s'en prendre? Va-t-il essayer d'aller sur les deux tableaux? Ses décisions, donc c'est un des terrains au cours des prochains mois où lui et son entourage auront des décisions clés à prendre et ils les prennent dans un contexte où les autres sont en train d'être confrontés eux aussi à des choix stratégiques semblables. J'avais une dernière chose que je voulais dire à ce moment-ci. Le Parti québécois va au pouvoir
se lancer sur le terrain identitaire dans des affaires qui vont provoquer des débats de fond. Charte de la laïcité, nouveau projet de loi 101, dans un contexte où, c'est le moins que l'on puisse dire, l'opinion publique canadienne-anglaise face au Québec et face au PQ en particulier, on a pu voir ça pendant la campagne, l'opinion publique, les élites, la presse, etc. Il me semble qu'il y a un durcissement clair. Alors, oui, bien sûr, on vit dans des sociétés de pacifistes, dans des sociétés traversées par des cultures pragmatiques, etc. Mais il me semble qu'il y a un durcissement dans ce que j'appelle, moi, les rapports entre le projet national québécois dans ses diverses facettes et le projet national canadien. On assiste à un durcissement dont les résultats pourraient aussi être imprévisibles. Et donc, j'écarte pas totalement des vrais pourrissements dans les relations entre projet national québécois et projet national canadien, dépendamment du type d'initiative que le PQ au pouvoir va prendre au cours des 12 prochains mois. Merci beaucoup. Je sais que les panélistes auront encore des choses à dire, mais je vais ouvrir le débat à la salle, à savoir est-ce que ces questions-là, est-ce que vous auriez des questions ou des commentaires justement sur est-ce qu'il y a un monsieur ou un madame boule de cristal parmi nous qui pourrait nous dire ce qui va arriver peut-être au point de vue politique dans les quelques mois ou quelques années à venir ici au Québec? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Moi, j'ai une question ici. Oui, je vous en prie. Professeur Laforest, qu'est-ce que vous voulez dire par une politique axée sur la liberté, à la différence de l'identité? Je comprends ça, mais la liberté, j'étais pas... L'indépendance politique, la souveraineté politique, l'augmentation la plus forte possible de l'autogouvernement du Québec, la capacité de la société québécoise d'agir politiquement sur elle-même comme une communauté politique, dotée de tous les instruments d'une politique au sens fort du terme. Ça, j'appelle ça la politique de la liberté. Mais si je peux me permettre là, de rebondir sur ce que Guy disait tout à l'heure, est-ce que les Québécois hésiteront entre projet national québécois, projet national canadien? Moi, j'ai l'impression que c'est pas la question nécessairement que les Québécois se posent. Tous les Québécois ne se posent qu'une question. Enfin, peut-être pas tout, là, mais l'immense majorité des Québécois ne se posent qu'une question, le projet québécois. Et c'est dans ce contexte-là, dans le contexte du projet québécois, comment porter la société québécoise à s'épanouir davantage, que le cas échéant, la variable canadienne entre dans le jeu. J'espère que ce que Guy annonce est une possibilité, c'est-à-dire une opposition de plus en plus franche entre, d'un côté, une espèce de projet où l'idée d'identité est centrale et un autre projet où l'idée d'intérêt, de liberté est centrale. Moi, j'ai l'impression, et Guy, encore une fois, a avancé un terme ici qui est majeur et qui pourrait être un lieu de réconciliation, précisément pour une très grande majorité des Québécois qui y croient beaucoup et qui ont peut-être voté comme ils ont voté lors des dernières élections pour l'exprimer, et c'est celui de responsabilité. Il est possible de trouver une position mitoyenne entre l'idée d'identité. Il n'y a pas aucun Québécois qui ne réagira pas à l'idée d'identité. Tout le monde croit en la langue française, tout le monde croit en cette culture, tout le monde croit en ce stock de références qui définissent notre culture. Personne n'est prêt à les abandonner. Donc, entre identité, bien sûr, mais aussi liberté. Pas dans le sens de néolibéralisme, bien sûr. Le Québec n'est pas une société néolibérale. Mais donc, une espèce d'entrelac, si vous voulez, de demi-mesure que pourrait peut-être incarner le principe de responsabilité, mais conjugué de manière soft plutôt que hard. Il ne s'agit pas de retourner à une espèce de responsabilité en ce sens que tout ce qu'on fait, on en est imputable. Non, on n'est pas dans une société qui se meut dans cette perspective-là, mais responsabilité. Et j'ai l'impression, encore une fois, puis j'en finis là-dessus, que l'humeur populaire, que l'attitude populaire par rapport aux étudiants était précisément ça. Surtout quand on tient compte de ceux qui ne s'exprimaient pas. Parce que, de manière générale, on pouvait en arriver à la conclusion que les Québécois étaient plutôt d'accord avec les demandes étudiantes, mais ils étaient d'accord aussi avec le gouvernement pour hausser les droits de scolarité. C'était ça. Alors là, vous allez me dire, mais c'est une position un peu bizarre. Mais c'est justement ça, une espèce de position un peu responsable, en ce sens que, bien sûr, puis on reprend une métaphore qui avait été mise sur le tapis par les étudiants eux-mêmes,
on se comporte en bon père ou en bonne mère de famille, peu importe, c'est-à-dire qu'on ne cogne pas sur la tête de nos enfants. Hein? On ne cogne pas sur la tête de nos enfants. On les aime, nos enfants. Mais précisément, ces enfants-là doivent aussi... D'ailleurs, c'est une métaphore un peu boiteuse parce que les étudiants ne sont pas des enfants, après tout. C'est des adultes qui savent très bien utiliser le discours et protéger leurs propres intérêts. Hein? Parce que la société aurait pu dire que non, les droits de scolarité vont rester comme ça parce que le problème fondamental dans notre société, c'est pas d'aider les étudiants à l'université, c'est de mettre des sommes faramineuses dans l'éducation préscolaire et élémentaire, parce que c'est là qu'on perd ou qu'on gagne des jeunes. Hein? C'est ça qui est important. On aurait pu dire ça, ça aurait été super progressiste. J'entends Paul Émile qui se rebelle ici, mais donc, l'idée de responsabilité peut être une espèce de concept raccommodant ou raccordeur entre l'idée d'identité, à laquelle tout le monde croit, en autant qu'elle ne s'exprime pas dans une radicalité, et l'idée de liberté, à laquelle cette société-là croit aussi, en autant qu'elle ne s'exprime pas dans une radicalité. Voulez-vous réagir? Écoutez, la formulation justement de bon père de famille était attribuée donc à un collègue, M. Bureau-Blouin, était vraiment une formulation malheureuse, puisque on a pu voir ce printemps, même après des manifestations monstres, une mobilisation de la jeunesse sans précédent. Je rappelle le 316 000 étudiants en grève le 22 avril, avec des niveaux de répression politique sans précédent, avec, au contraire, moi je pense aussi une surreprésentation d'intervenants de tout acabit, d'éditoriaux ou d'animateurs de radio qui ont attaqué de toutes parts le mouvement étudiant, comme quoi on était des gens peu informés, peu construits, on était des enfants rois destinés à formuler une suite de demandes sans fin. Alors, je pense que la notion de responsabilité dans tout ça, elle a surtout été faite dans un cadre moralisateur, destiné à, par justement un discours paternaliste, à remettre à la place les étudiants. Puis, je pense que la notion de responsabilité, on la doit à la société québécoise, mais je pense que si il y a bien un grand maître de la responsabilité, ça a été Jean Charest dans tous ses discours, de rappeler la responsabilité du gouvernement, de rappeler la responsabilité de l'État. Puis ça, finalement, je pense que c'est une adéquation directe au pari qu'il a fait lors des élections, c'est-à-dire le pari de la peur, du fait des tensions qui auraient pu augmenter avec la rentrée des classes. Donc, je ne partage pas cet avis-là que la responsabilité peut être un point de ralliement, puisqu'elle est déjà là, le lieu d'affrontement des forces politiques. Merci. Gilles Gagné avait une question, je pense, ou un commentaire. On a entendu toutes sortes de choses intéressantes, mais on ne sait pas trop ce que vous voulez dire. Vos analyses sont très centrées sur le Québec. Gilles, pourrais-tu te lever parce qu'on ne te voit pas, puis... Vos analyses sont très centrées sur ce qui s'est passé au Québec. C'est intéressant. Mais il faut situer la chose dans un contexte plus large quand même. Le fait qu'il y avait des centaines de milliers d'étudiants en grève, Jocelyn qui dit « Oh, bien sûr, c'est pas si important ». Moi, je pense que si on parle de cette élection-là, elle s'inscrit direct là-dedans. Première chose. Elle s'inscrit direct de ce qui s'est passé depuis 2008 aussi, de ce qui se passe autour de l'Europe, ce qui se passe en Europe, etc. C'est ça le contexte. Et le contexte, là, c'est ce que les étudiants ont dit, ça fait partie du problème. Puis ils ont dit une chose dont on parle à l'université depuis 20 ans, mais maintenant, on va parler dans la société, ça s'appelle le néolibéralisme. Et ça, c'est très important. La représentation politique au Moyen-Âge, c'est la noblesse, le roi, qui représente la loi de la nécessité. La volonté des ancêtres ou de Dieu qui les représente aux yeux du peuple. Hein? Par opposition, Habermas nous explique ça, par opposition au monde moderne où la représentation politique fonctionne dans l'autre sens. Moi, j'ai l'impression qu'on est revenu à un principe de représentation politique dans tout l'Occident capitaliste où effectivement, nous, les représentants politiques, représentent la nécessité, la loi, le réel, qui est à l'extérieur de la société, il est au-dessus de la société. C'est la loi de l'économie, la loi de l'investissement, la loi du marché, la loi de la compétition, la loi de la compétition globale, etc. Et les hommes politiques, les gens politiques sont des
très bons représentants de la nécessité, du principe moral qui régit les sociétés. Ils représentent ça aux yeux du peuple. Et il y a partout des mouvements qui se mettent en branle, où les gens cherchent à faire fonctionner la représentation politique dans l'autre sens. On le voit aussi bien quand les Anglais se cherchent des représentants politiques, on le voit quand les étudiants se cherchent des représentants politiques puis qui font valoir le bien commun, etc. Il y a ici un problème qu'on voit partout dans la société capitaliste avancée, c'est quelle est la nature de la représentation politique. Et il y en a un fonctionnement de la représentation politique qui est très clair, ça s'appelle la gouvernance, ça s'appelle la politique. C'est la gouvernance, ça veut dire c'est assujettir le fonctionnement d'une démocratie à des exigences économiques. Ce qu'on appelle la gouvernance, c'est défini comme ça par la Banque mondiale. C'est assujettir le fonctionnement d'une entité politique à des exigences économiques globales. Or, ça s'appelle le néolibéralisme, c'est la gouvernance. Ça veut dire que dans bien des pays, les participations électorales décroissent. Ça veut dire que les gens comprennent que voter pour des hommes politiques qui représentent le réel, qui représentent le capitalisme, qui représentent l'économie, c'est voter pour rien du tout, donc un déclin. Or, moi je pense que ce qui se passe à l'élection qu'on vient de voir, c'est un petit coup de barre de résistance sous ce mouvement-là. Un mouvement vers la gouvernance, vers le déclin de la participation politique, vers une chute dans l'insignifiance du moment politique, on appelle ça le cynisme, etc. Et toutes des choses qu'on analyse depuis 20 ans. Ce recul du politique, de sa signification, de son sérieux, de son aptitude à représenter les peuples, ce recul-là qu'on a commenté dans tant de livres depuis 20 ans, ben, il y a eu un petit coup, une réaction à ça. Puis à l'origine du mouvement étudiant, voilà ce que je veux dire. Monsieur Laforêt, peut-être deux choses. On est tous capables de tenir des beaux discours. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire, je pense, c'est de répondre aux questions qui nous ont été posées. Mais bien sûr, on pourrait, exemple, on a déjà eu, toi et moi, ces débats-là. Ça se passe dans un contexte à l'université où s'affrontent. Alors là, tu me dis, voici à ces acteurs-là du capitalisme financier global, etc. Et si on était à l'intérieur de l'université, on pourrait dire, et oui, et ça s'affronte avec la conception managériale, utilitaire, clientéliste de l'université, que certains peuvent voir comme une succursale de ces intérêts-là. Conception qui est en lutte avec d'autres conceptions de l'université, certaines plus vieilles que d'autres, l'aristotélo-thomiste, la scientifique du 19e siècle, l'humaniste, etc. Alors oui, il y a donc ces conceptions-là, mais en même temps que ces choses-là se font, on ne peut pas imaginer se faire une immense puissance tutélaire qui ferait en sorte que les États, que la démocratie représentative, que les communautés politiques ne seraient devenus que des pantins de la Banque mondiale puis des forces globales. Non, laisse-moi finir. Tu as pris la parole. Depuis 20 ans, depuis 40 ans, depuis que, mettons, toi et moi, on est adultes, il y a eu des affaires qui se sont passées. Il y a eu, entre autres, des espaces de libéralisation, pas au sens néolibéraliste, au sens fort du terme, de millions de citoyens qui jouissent davantage de liberté, peut-être dans des contextes davantage d'inquiétude, d'insécurité. Je pense à l'Europe de l'Est, etc. Et oui, incontestablement, depuis 5-6 ans, dans le contexte de la crise financière de 2007-2008, il y a effectivement une réorganisation d'un certain nombre de forces économiques macro, mais lesquelles ne transforment pas nos vies politiques, en tout cas selon ma modeste opinion, en des affaires à peu près irrelevant, parce que tous les gens qu'on élit, des partis ou des autres, ne deviendraient que des pantins des forces macro-globales. Dans ce sens-là, quoique brillant, il me semble, chers collègues, que tes propos étaient quand même un peu exagérés. Mais pas tout à fait, parce que, si je peux me permettre, par rapport au printemps érable, ces discours-là ont été beaucoup repris par les étudiants. Et quand ils dénonçaient le fait que la hausse des frais de scolarité de façon extrêmement importante, ils ne dénonçaient pas seulement ça d'une façon, j'ai envie de dire, corporatiste, ils parlaient aussi de la gestion de l'université, ils parlaient de la gouvernance, ils parlaient du fait que l'université
l'université investissait de plus en plus dans des outils pour aller chercher des clients étudiants. Donc, il en a été quand même beaucoup question. Oui, là, ils sont influencés par des penseurs comme Gilles. Ben, pas juste quand même, là, il y en a beaucoup, là, mais ils étaient, les 500 000 qui étaient dans la rue, ils n'étaient peut-être pas uniquement motivés par ce genre de choses, mais ça a fait énormément partie du discours. Et quand on a dit, quand M. Auger faisait la réponse par rapport aux éditoriaux ou aux chroniqueurs de la radio, pour pas les nommer ici, la radio privée à Québec, ou Richard Martineau, quand il parlait des bébés gâtés, il parlait de la tequila, hein, vous vous souvenez, là, ou de la sangria, je ne sais plus, sur les terrasses de Montréal, c'était extrêmement réducteur. Et je pense que ce qui s'est passé au Québec ce printemps, c'est quand même un signe très important d'une part de l'électorat. On ne sait pas si ça a une influence ou non sur le vote, ça on le saura peut-être dans quelques mois grâce aux études de M. Gélineau, votre collègue. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a remué, je pense, des idéologies qui étaient un peu dormantes depuis longtemps au Québec. 2 points, très brièvement, et sans vouloir monopoliser. Je l'ai dit tantôt dans la présentation, je pense, incontestablement, sur cet axe-là, donc l'axe gauche-droite, la revitalisation du mouvement étudiant, le fait que le mouvement étudiant a exercé le printemps dernier, mais également dans le contexte de la campagne, un poids, et probablement, et on le verra dans le détail aussi, sur le plan de la participation étudiante. Est-ce que c'est de là que viennent les votes qui font en sorte qu'on est passé de 58 à 74? On n'en est pas trop sûr encore, mais je ne pense pas avoir minimiser cette dimension-là des choses. Mais en même temps, quand on regarde les chiffres macro, l'élection de 2012, le résultat des partis ressemble étonnamment au résultat de 2007. Donc, ma première impression, sans avoir vu le détail, c'est que oui, dans le débat d'idées, dans la manière dont s'établit le dialogue politique dans la société québécoise, ces thèmes-là, le rôle des étudiants, cela a incontestablement eu de l'influence. Cela continuera d'en avoir, on va voir le sommet dans les prochaines semaines, mais sur le plan macro, on en est encore, et il me semble que ça a un sens, dans un système de démocratie représentative où les uns et les autres, quand on se présente aux urnes, on ne doit pas le faire en pensant que la principale affaire qui est en train de se passer, c'est qu'on est des pantins du capitalisme financier global qui est là pour avoir notre peau. Je vais juste laisser réagir M. Auger qui avait rajouté. Pour un exemple très concret, pendant les négociations avec le gouvernement, les dernières négociations, on est arrivé à un point où on a remis de front en cause la nécessité des frais de scolarité avec le ministre délégué aux Finances, M. Alain Paquet, la ministre de l'Éducation, Mme Courchaine, avec des hauts fonctionnaires à l'éducation et aux finances. On a examiné le plan de financement des universités, puis on est arrivé à la conclusion, tous ensemble, que finalement, hormis la demande d'injecter plus d'argent dans les universités afin d'atteindre un statut de World Class University, il n'y avait pas de planification, puis il n'y avait pas de préparation à l'investissement de telles sommes. Alors, dans le fond... Au ministère ou dans les universités? Il n'y avait pas de préparation au ministère ou dans les universités? Les deux, dans le fond, parce que la planification allait se faire seulement par des contrats de performance, qui est d'ailleurs un des gadgets promus par l'OCDE. Et puis, on est arrivé à la conclusion, tous ensemble également, que finalement, la hausse du frais de scolarité se justifiait seulement par elle-même. C'était une position politique qui se justifiait par elle-même, puisque nulle part on établissait des manques, on établissait des besoins à combler, on établissait un nombre X de professeurs ou de bâtiments à construire ou rien. Et à la fin de ce débat-là, Mme Courchaine nous a dit, eh bien, effectivement, on est devant quelque chose qui est purement politique, purement idéologique. C'est une seule représentation de recommandations afin d'atteindre un certain statut, puis s'aligner avec les autres universités mondialement, donc suivre les recommandations de l'OCDE en cette matière, ce qui était d'ailleurs le discours complet de Mme Luce Samoisette de la CREPUC.
Monsieur Gagné, vous vouliez... Oui, ou s'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait... Faut pas que ça fasse un dialogue à deux. Oui, Simon. pardon, monsieur? Simon? Oui. Mais je pense que ce que vous êtes en train de dire me semble pas vrai, monsieur. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai de dire que le demande de l'université d'augmenter ses sources de finances, là. C'est pas vrai que cette demande est basée sur rien. C'est ça que vous dites, n'est-ce pas? Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y avait pas de chiffre, qu'il n'y a jamais eu de chiffre qui a été sorti par le gouvernement disant on a besoin de temps pour que les universités avancent. Le recteur de l'Université Laval vient de sortir, il dit qu'avec le manque, avec l'annulation de la hausse des frais de scolarité, son budget, ses prévisions budgétaires sont de 6 millions. Non, je parle au niveau global, au niveau provincial. Parce qu'ils ont budgété le budget en fonction de la hausse. C'est simplement ça. Et si je peux apporter des précisions là-dessus, c'est quand même sur la base des chiffres de la CREPUC, donc des recteurs, que cette hausse a été mise en place. Quand on regarde des documents du gouvernement, du fameux sommet de 2010, est quand même assez intéressant de voir que l'argumentation est sur la base des affirmations des recteurs, que je ne conteste pas a priori, mais évidemment, on n'a pas d'explication pourquoi le financement, il y en a, mais on ne nous les fournit pas. L'explication pourquoi, par étudiant, c'est 3 000 $ de plus en Ontario, 3 000 $ de moins en Ontario par rapport au Québec. Et ça aussi, c'est dans les documents du gouvernement. Il y a quand même des petites choses qui ne sont pas d'une clarté infinie. Et si je peux ajouter sur M. Gagné, qui, oui, moi je pense qu'il est assez évident, puis on l'a drôlement vu dans le cadre qu'il y a quand même, que le pouvoir est et c'est assez fréquent que le pouvoir peut représenter justement la nécessité. Hein? Il l'a fait abondamment, M. Charest, dans cette campagne, c'est-à-dire, et sans que ça soit, je ne veux pas rentrer dans les... Mais c'est sûr que le capital, on l'a senti là, quand même dans ce débat-là. On ne viendrait pas me dire que c'était absent là, de tout ça. Comme d'ailleurs, c'est pas absent même du débat là qu'on a sur les questions. C'est lucide solidaire. Oui. Non, il y a du lucide solidaire, tout à fait. Qu'on utilise des termes là-dessus, j'ai pas trop de difficultés, mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup. Puis c'est vrai que le cynisme est un peu lié à ça aussi. Ça vous avez écrit abondamment sur ces questions-là, ou des illusions, ou incompréhension face à l'utilité du politique dans un contexte où l'économique, de toute façon, c'est lui qui mène. Qui que je nomme, qui que j'élise, c'est pas toujours vrai. On le voit avec le Parti québécois à qui on reproche de s'en aller vers la gauche et qui, justement, fait réagir là, quand même pas mal, puis pas juste sur les questions de fiscalité, mais aussi de ressources naturelles. Ça n'a pas été long de montrer ce gouvernement-là, particulièrement à gauche, etc. On verra bien. C'est sûr qu'il y avait un discours là-dedans qui a dérangé quand même du monde. Et est-ce que c'est à l'image, de ce capitalisme mondial, de cet ordre mondial? En tout cas, il y a des liens. L'ampleur de ces liens-là, je vous laisserai ça. Mais il y a un peu de réalité là-dedans. Et aussi surpris de voir jusqu'à quel point, quand même, il y avait une incompréhension chez beaucoup d'observateurs par rapport au mouvement étudiant. Combien de fois j'ai lu là que il faut pas céder, faut pas céder à la rue, une expression un peu méprisante. Mais moi aussi je vais pas mal quelque chose. Et parce que si on cède une fois, on va céder toujours. L'image du chaos qui pointe, ce genre de choses-là. Des fois, là, franchement, je me disais, où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qu'ils regardent et est-ce qu'ils la connaissent, cette société-là? Okay. Société que je ne vois pas univoque par rapport. Cela dit, moi, je vois pas... Les Québécois, oui, ça existe, mais le comportement des Québécois, j'ai de la misère avec ça. C'est une société qui connaît les divisions et qui vit des divisions. À ce moment-là, c'est pas un comportement... qui va dans un sens, les Québécois, par exemple, les Québécois, oui, ont élu un gouvernement minoritaire, mais ils n'ont pas choisi, on vote individuellement, rappelons-nous-en, on ne fait pas une sélection de dire, qu'il est sage, le Québécois, il a élu un gouvernement péquiste minoritaire, donc il l'atteint.
Je regrette, moi, je ne vois pas ça comme ça. Et je ne vois pas non plus de sagesse grande là-dedans. Non, je vois une situation qui donne ce résultat-là. Oui, il y a des courants et tout ça, mais c'est ça, là. Donc, notre sagesse de Québécois... Convient bien. Je sais que j'ai deux panélistes qui brûlent d'intervenir, mais monsieur avait levé la main depuis un petit moment. Simon? Oui. Simon aussi, Alexandre? En fait, je vais essayer d'être très bref, sachant que vous voulez répondre. Pour revenir à la campagne, puis à la surprise, qu'est-ce qui vous a donné dans la campagne? Moi, une chose qui m'a donné dans la table ronde, c'est qu'il n'y a pas un panéliste qui a parlé que c'était la première campagne 2.0. La première campagne sur Twitter. Ça, c'est un point qu'on a beaucoup fait état, on en a beaucoup parlé. À chaque jour dans les médias, on en parlait. On a ici un journaliste, des professeurs, un représentant étudiant, 3 rapports différents, on imagine, à Twitter, aux médias sociaux. Puis, j'en profite d'ayant la parole parce que je ne sais pas, pense pas pouvoir la prendre un autre point, pour revenir sur la campagne même, parce qu'il était. Moi, je me demandais, en fait, si ça vous avait surpris, vous quatre, de la présence, de l'importance de la Révolution tranquille dans les discours. Autant dans les débats des chefs, François Legault n'avait que Jean Lesage à la bouche face à Pauline Marois, face à Jean Charest. Autant le slogan « Maître chez nous » a été repris par le Parti québécois, par l'Option nationale et même par la CAQ. Autant tous les partis, PLQ, CAQ, Option nationale et Québec solidaire ont repris l'équipe du tonnerre. À quel point c'était très récurrent. Est-ce que ça vous a surpris dans un sens, non seulement que ça soit très présent, mais que tous les partis l'aient utilisé? Ça, je me la garde, celle-là. Moi, je vais être très bref, Pascal, et je vais prendre l'initiative. D'abord, je vais te dire ma promesse. L'Université continue. On fait un colloque sur la thématique de la laïcité, républicanisme, multiculturalisme, 5-6 octobre. Il y a des programmes ici. Vous pourrez les prendre à la sortie. Donc, juste répondre à la question sur la technologie. Très bon point. Je ne suis pas du tout un expert de ça. Je pense que parfois, il y a une espèce de fascination sur la technologie. Et je te ramène aux résultats. Ils sont extrêmement semblables à la campagne de 2007. La technologie a sans doute eu une influence, mais ce n'est pas une variable de fond. Cela a peut-être aidé à faire battre Jean Charest parce que les étudiants ont utilisé les médias sociaux dans le comté de Sherbrooke. Mais mis à part ça, moi, je ne vois pas d'influence globale sur la campagne majeure. Je vais y aller en deux volets, en fait. Premièrement, effectivement, c'est une campagne 2.0, on ne se cache pas. Mais je souligne en même temps que 2007, justement, M. Laforêt faisait référence, il y avait une tentative, notamment par le Parti québécois, de faire une campagne électronique, de faire une campagne 2.0. 2012, Twitter est beaucoup plus utilisé, beaucoup plus crédible également. Moi, je suis certain que ça fait une différence. Je suis certain que ça a apporté une plus-value. Par contre, ça amène vraiment une grosse distorsion là, dans le discours, puis c'est très limité. Puis beaucoup d'autres réseaux sociaux sont utilisés comme publicité uniquement. Quant à la référence sur la Révolution tranquille, à la fois comme référent, mais même comme parallèle avec ce printemps. Peu après les négociations, j'ai parlé à M. Parizeau, puis il m'a confié, il est très résistant là-dessus, sur justement les parallèles avec la Révolution tranquille, puis pas nécessairement les résultats de la chose, mais sur l'effervescence qui y régnait. Puis, pour beaucoup, même pour les étudiants, nous autres même, on avait des gens justement qui écrivaient sur leur pancarte « Maître chez nous », des références directes à la Révolution tranquille également. Donc, je pense qu'il y a un parallèle dans l'effervescence au moins avec ça. Oui, Révolution tranquille. Écoutez, c'est clair que c'est une icône fondamentale sur laquelle s'est élevé le Québec moderne. C'est pas à vous que je vais apprendre ça, d'une part. Et je pense que les chefs des 3 partis ont surtout pris note de la culbute de Jean Charest au début des années 2000, quand il avait voulu remettre en cause certains acquis de la Révolution tranquille. Les gens ont appris qu'on ne remet pas en cause des acquis. En tout cas, si on le fait, on le dit surtout pas, pour que ça passe en doute. Mais pour revenir à ce que Michel disait tout à l'heure, c'est bien sûr qu'il n'y a pas un acteur collectif qui s'appelle le Québécois et qui vote dans une grande sagesse en ne pensant qu'à lui-même. Mais j'ai été surpris de voir à quel point, depuis quelque temps, les spécialistes de l'analyse politique ont fait ressortir à quel point l'idée de vote stratégique
pouvait avoir quand même une assez bonne influence. Moi, ça m'a surpris parce que, justement, vote stratégique, il faut faire attention. On a l'impression tout à coup de retrouver quelqu'un qui, collectivement, sera conscient de ses votes. Mais enfin, l'idée, je ne sais pas s'ils ont raison ou s'ils ont tort, mais je pense que ce n'est pas une variable qu'on peut discarter aussi facilement que ça. Ce qui est sûr, par ailleurs, et là, vous avez absolument raison, c'est de dire que la société québécoise, elle est divisée. Elle n'est pas divisée dans des radicalités absolument non rejoignables, mais il y a des divisions. On l'a vu s'exprimer par le vote. Mais traditionnellement, il y a une bonne portion de la population québécoise qui est variable dans son comportement politique. C'est-à-dire que vous avez, si par exemple on se fie aux dichotomies traditionnelles, des irréductibles fédéralistes, des irréductibles souverainistes, mais entre ces deux groupes-là, vous avez entre, je dirais, entre 50 et 60% de la population, non, peut-être un peu moins, entre 40 et 55% de la population qui est très variable et dont le comportement politique est très difficilement prévisible. Et ce sont ces gens qui, souvent, élisent les gouvernements ou les culbutes. Et là, Guy disait tout à l'heure que les indécis étaient les grands perdants de cette élection-là, c'est-à-dire qu'apparemment que leur vote n'avait pas pu être décisif, peut-être pour une fois. En même temps, bon, c'est une hypothèse qui peut être soutenue, mais on pourrait penser aussi que le fait qu'il y ait pratiquement 3 blocs de 30%, montre à quel point les indécis se sont littéralement divisés entre deux groupes. Moi, je parlais des abstentionnistes. Des abstentionnistes. Mais les abstentionnistes comptaient pour 20% ben, les abstentionnistes, c'est 26 pour ceux qui se sont abstenus, qui n'ont pas voté, c'est 26 de la population. En 2000... Là, maintenant, 74 des gens ont voté, il y en a 26 qui n'ont pas voté. Il nous reste environ 5 minutes. Oui, pardon. Permettez-moi, je suis désolé. Je veux juste un petit mot sur le 2.0 parce que j'y étais un peu, je tournais autour de ça. Oui. Je lis Twitter, j'interviens pas, je suis pas un gros émetteur, mais à l'occasion. Je fais un peu de blog et tout ça, très peu Facebook, mais je savais ce qui se passait un peu quand même. Moi, je dirais, c'est la première vraie campagne, mais c'est la première. L'importance de ça, je pense que ça va changer quelque chose. Ça a commencé à changer quelque chose, mais je pense que oui, ça va changer, mais là, je suis pas sûr que ça a eu un gros impact. Que c'est sûr, on a vu des François Legault qui, lui, s'est dit pas cher, Twitter, pas compliqué, je peux être présent, je peux parler à plein de monde. Quoique il n'a pas tant d'abonnés que ça, là, peut-être 15-20 000 maintenant, c'est quand même pas mal, mais bon, ça demeure. C'est pas Madonna. C'est ça, exactement. Alors, je dirais, oui, un début. Et pour la Révolution tranquille, d'une part, il y a un peu l'Eldorado, la nostalgie, un peu l'Eldorado politique, même si ces nostalgies-là ne correspondent rarement à la réalité. Il reste que des éléments de ça qui peuvent être utiles à des partis politiques pour souligner comme l'allusion de François Legault à Jean Lesage, c'est une façon de dire « Regardez comment le Parti libéral n'est plus ce qu'il était. Et voilà, on va les utiliser à différentes choses. C'est pas seulement dans le sens de ce qu'a amené la Révolution tranquille, mais des images et des symboles qui peuvent être utiles à tout un chacun. Est-ce qu'il y aura une dernière question? Oui. Oui, on a vu durant la campagne, probablement on n'a pas parlé de réforme du fédéralisme, etc. On dirait quasiment quand la CAQ et la PLQ, il y a une course à celui qui est le plus fédéraliste que l'autre. Je voudrais savoir, est-ce qu'on a assisté à la mort de l'idée de réforme du fédéralisme? Écoute, c'est une drôle de question, je vais dire. Je n'étais pas préparé pour cette question-là. Si on regarde, dans le fond, l'état des relations Québec-Canada, comment ça marche, là, puis regarde, on est à la fin de la table ronde. Entre les leaders de gouvernement, en tout cas sous Jean Charest 2008 et Harper depuis 2008, il y avait à peu près 0 dialogue. C'est-à-dire que le dialogue est absolument limité. Il est très clair que les Québécois sont dans le cabinet Harper et dans l'entourage de M. Harper dans la position de faiblesse la plus grande depuis des décennies. En même temps, sur le plan des revendications des partis politiques dits fédéralistes, les revendications étaient à peu près absentes.
Donc ça, de ce point de vue-là, c'est clair que c'est pas l'industrie, c'est pas l'industrie la plus florissante en ville. L'industrie de l'identité est plus florissante, mais en même temps, on peut pas écarter la possibilité des radicalisations de l'opinion publique. Okay? Moi, j'écarte pas la possibilité de radicalisation de l'opinion publique dans un contexte où les initiatives peuvent venir de différentes sources. La péréquation, le fait que, vu de l'extérieur du Québec, une partie importante du modèle social québécois est payée par l'extérieur du Québec. Donc ça, avec un gouvernement du Parti québécois au pouvoir, dans un contexte où dans les 2-3 prochaines années vont se renégocier les accords sur la péréquation, sur le déséquilibre fiscal, sur la santé, etc., il peut y avoir comment va réagir, comment va s'exprimer la politique identitaire du PQ, comment l'extérieur du Québec va réagir à ça. Donc moi, j'écarte pas des scénarios de pourrissement qui pourraient amener. Mais pour finir sur une image forte, en Écosse, en Catalogne ou au Québec, Pauline Marois a déjà parlé de turbulence. Okay? De turbulence. La question, tout le monde ici, on peut se la poser, là. Vous êtes en faveur de la souveraineté du Québec? Bon, ça se peut-tu que votre niveau de vie soit réduit de l'ordre de 20 à 30 dans les 5 ou 10 prochaines années qui suivent la souveraineté? Bien, si c'est le jour où il y aura, ou dans les sondages, des partis comme le PQ ou d'autres vont voir que les étudiants du Québec sont prêts à accepter une augmentation de 30 des frais de scolarité, que les profs d'université sont prêts à accepter une diminution de leur salaire, de leur niveau de vie, etc., bien, ce jour-là, il va peut-être y avoir davantage d'initiatives radicales sur l'axe Québec-Canada. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. C'est ça mon point. Moi, j'ai l'impression que le débat, il est fermé, là, présentement, parce qu'il repose sur deux piliers. D'un côté, l'idée de deux nations fondatrices et de l'autre, l'idée d'une égalité des provinces. Si tant est qu'il y a une majorité de Québécois qui veulent rester partie prenante du Canada et donc jouer le jeu du fédéralisme, ils devront, à mon avis, accepter le fait qu'on constitue une minorité. Et dans ce contexte-là, une majorité, selon certains principes libéraux, non pas néolibéraux, mais libéraux, une majorité respecte aussi les intérêts de sa minorité. Ce qui pourrait ouvrir, pragmatiquement, l'idée du fédéralisme asymétrique. Ce qui, à mon avis, est un lieu encore de réconciliation d'une bonne partie des Québécois, tout au moins, et possiblement, si tant est qu'il y avait des leaders qui s'assumaient effectivement au Canada anglais, d'une partie de la population canadienne également. Sinon, à mon avis, compte tenu de l'évolution de la population du Québec par rapport à l'évolution de la population du Canada, il ne restera d'ici une génération peut-être qu'une seule option politiquement possible pour les Québécois, et ce sera celle de l'indépendance. Je vais juste finir avec monsieur Cruel, là, mais monsieur avait une dernière question. Oui, moi je pense que on assiste dans tous ces partis ici là, à une opposition entre deux grandes idées, l'équité et l'égalité d'un côté, et puis le juste et le raisonnable vis-à-vis le bien de l'autre. Donc deux couples d'opposition. Et le parti qui va l'emporter, c'est celui qui va donner priorité à l'équité et au juste et au raisonnable. Pour la raison suivante. D'abord, je situe le portrait, là. Il y a les grandes idées, disons, idéalistes qui s'opposent ici, c'est le bien au sens large du terme, par Québec solidaire. On veut une société juste, équitable, etc., féministe, bon, tous les qualificatifs, là, c'est l'idéal prôné par Québec solidaire. Du côté de la CAQ, il y a un autre idéal, c'est celui de la liberté aussi, et le moins de contraintes, etc. Bon. Et les recherches sociologiques contemporaines montrent que la population, là je me situe du côté des acteurs, non pas du côté des grands systèmes sociaux dont on a parlé tout à l'heure, mais du côté des acteurs, du côté de vous et moi. Les recherches sociologiques montrent que les gens ne donnent pas priorité à l'égalité, dans le premier couple que j'ai évoqué, et ne donnent pas priorité aux biens et aux grands idéaux dans le deuxième couple que j'ai évoqué. Les gens donnent très manifestement, dans des enquêtes internationales, dans différents contextes, très majoritairement, priorité à l'équité par rapport à l'égalité et au juste et au raisonnable d'un côté par rapport aux grands idéaux, disons, que j'appelle le bien ici.
lisez le livre, le très beau livre de Maxime Parodi et Michel Forcé, dans la collection Sociologie du PUF, là, La priorité du juste. Et on a une très belle illustration de ceci. Alors, si on revient aux frais de scolarité, par exemple, moi je pense qu'il y a un grand accord dans la population à trouver une solution équitable. Une solution équitable et non pas à trouver la solution égalitaire au sens le plus noble du terme qui est prôné par le mouvement étudiant. C'est en ce sens que, probablement, l'indexation au coût de la vie va être la solution qui va emporter l'adhésion de la plus grande partie de la population de ce moment. Et donc, le parti qui va jouer la carte de l'équité par opposition à une égalité absolue va l'emporter. Et le parti qui va jouer la carte de ce qui est juste et raisonnable par rapport aux grands idéaux va aussi l'emporter. Et de ce point de vue-là, eh bien, le Parti québécois en ce moment est en train de se mouvoir un peu vers la gauche, du côté du pôle de égalité, des grands idéaux, etc. Et moi, je pense que c'est un choix qui est risqué, qui est très risqué pour lui, pour le Parti québécois. Et probablement que les débats internes dont vous avez parlé vont ramener les options du parti vers les deux premiers termes du pôle des deux oppositions que j'ai mentionnées. Et à mon avis, c'est à cette condition que le PQ va gagner ces prochaines élections. Et la CAQ aussi, si elle ne fait pas ce mouvement de revoir ses options du côté du pôle que j'ai mentionné dans lequel elle se situe, elle-même va courir à l'échec à ce moment-là. Par contre, la condition de gagner pour tous ces partis, c'est là-dessus que ça va jouer dans les prochaines années, c'est précisément les choix qui vont être faits dans chacun de ces deux pôles-là. Et attention, si j'étais conseiller de ces partis-là, je leur dirais, lisez un peu les recherches sociologiques, là, regardez et vous allez avoir des orientations politiques très claires qui vont vous mener au succès. J'ai trouvé une formule à un moment donné, a little less tweeting, a little more thinking. Or reading. Ben, merci beaucoup sur ces belles paroles. Merci beaucoup de votre participation. On n'a pas de carte,